Depuis que le vent de la démocratie a soufflé sur le continent africain, en particulier dans les années 90, l'on a pensé voir disparaître la confiscation du pouvoir politique d'État par une personne ou un groupe de personnes, la fin du règne des pères fondateurs, et voir enfin prendre naissance l'alternance politique. Les fervents défenseurs de la démocratie ont très vite compris que la démocratie n'avait pas vraiment pris naissance en Afrique. Ou du moins cette forme de démocratie n'était pas encore la démocratie appliquée avec toutes les règles de l'art. Souvent jugés trop âgés pour diriger, les présidents africains ne le sont pas pour autant plus que leurs homologues internationaux. Le vrai problème ne serait-il pas plutôt leur longévité au pouvoir? Longévité donc au pouvoir en Afrique, cause et effet sur la démocratie et en même temps sur le développement. C'est le thème de cette discussion du jour. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un administrateur civil à la retraite, ex-fonctionnaire des Nations Unies. Merci de répondre à notre invitation pour partager avec nos téléspectateurs vos points de vue sur cette question de longévité au pouvoir. Merci, monsieur le journaliste. En face de vous, on ne le présente plus, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il fait donc son entrée dans nos studios ici. Patient Parfait, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur politique au Cameroun. Vous êtes un panafricaniste et également consultant sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Merci également de répondre à notre invitation. Merci. Chers invités, avant de vous retrouver pour la discussion, place donc à la virgule. La longévité politique des chefs d'État africains ne fait plus l'ombre d'aucun doute. De José Eduardo Santos à Paul Biya, en passant par Robert Mugabe, leur longévité est souvent devenue la règle. Une réalité qui, selon certains, contraste avec les progrès d'émergence de leur peuple. Monsieur Badirou, vous pensez vraiment qu'en Afrique, les chefs d'État durent trop au pouvoir? Absolument, c'est évident, ça se voit, ça saute à l'œil. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est pas possible. C'est pas des rois. Il y a la démocratie, il y a la limitation des mandats. Il faut suivre la loi, il faut suivre la Constitution. On modifie tous azimuts, on fait tout ce qu'on veut. Les institutions même de la République ne réagissent plus. Ils sont là, adminables, éternables. Est-ce que c'est la faute si les institutions ne réagissent pas? La faute à ces dirigeants? Mais oui. C'est la faute aux cadres africains qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que s'ils sont à des niveaux de décision, c'est les contre-pouvoirs qui devraient réagir, mais ils ne réagissent pas. Et vous voyez, on est dans le même, on joue le même tam-tam depuis longtemps, et ça suffit. Il faudrait que ces gens-là pensent qu'il y a une constitution, il y a la limitation des mandats, on ne doit pas y toucher, il faut que l'alternance se fasse. Justement, M. Ndom, est-ce que, puisque le principe de la démocratie aujourd'hui a cours depuis 1990 sur le continent africain, est-ce que la question de l'alternance en réalité devrait se poser? Vous me dites, est-ce que la question de l'alternance devrait se poser? Mais elle se pose. Parce qu'il y a dans certaines régions de notre continent où on constate depuis des décennies qu'on a mis pratiquement une croix rouge sur cette question d'alternance. Et où nous avons des acteurs politiques et certains dirigeants qui essaient aujourd'hui de dire que la question de l'Afrique n'est pas une question d'alternance ou de limitation de mandat. Ils estiment qu'il suffit d'avoir quelqu'un qui a une vision, entre guillemets, maintenant, tout cela reste à prouver, et qui a une ambition pour son peuple, et qu'à partir de ce moment-là, il puisse rester autant de décennies qu'il peut au pouvoir. Mais la question qu'on se pose, c'est que pour quelqu'un comme moi qui vient par exemple de l'Afrique centrale, quand on regarde la longévité au pouvoir de la plupart de nos chefs d'État... Justement, la région de l'Afrique centrale fait quand même un cas d'école en termes de résistance. Moi, je l'appelle le cœur des ténèbres en ce qui concerne les questions de démocratie en Afrique. Alors, quand on regarde ce qui se passe en Afrique centrale, on aurait pu se dire, ils ont eu un temps presque illimité au pouvoir, dans un cadre qu'ils appellent eux-mêmes la paix et la stabilité. Quels sont donc les dividendes de cette paix et de cette stabilité pendant tout ce temps-là? On regarde la guerre. Mais on devait en être fier, non? L'absence de coups de feu, n'est-ce pas,
Ce n'est pas que c'est une absence de guerre. Il y a la guerre dans nos pays. Il y a la guerre de la misère. Il y a la guerre du non-développement. Il y a la guerre du chômage. Il y a la guerre de l'incapacité de la population de pouvoir se soigner, d'avoir accès à l'eau potable, etc., etc. Nous sommes bien en guerre. Quand vous regardez, je prends un fait anecdotique qui s'est passé dans mon pays, le Cameroun, où une dame, sur le point, n'est-ce pas, de faire son dernier geste pour donner au monde, n'est-ce pas, un bébé que tout le monde entendait, a été refusé par les hôpitaux. Elle s'est fait opérer par sa sœur devant l'hôpital La Quintine de Douala. C'était un scandale jamais vu. Est-ce que vous comprenez? Mais au même moment, les principaux dirigeants de nos pays, qui sont dans un système qui est au pouvoir, arrêté depuis plus de 35 ans, à la moindre petite, n'est-ce pas, à la moindre petite difficulté en ce qui concerne le problème de santé, ils prennent leur avion et se retrouvent, là vous connaissez en Occident, où ils sont soignés aux frais du contribuable camerounais. C'est ça qui pose problème. Mais ça par exemple, ce n'est pas la faute au chef de l'État qui est au sommet. Mais il y a quand même des directives qui sont élaborées. Si le plan de travail annuel, par exemple, d'un ministère prend en charge les questions d'équipement des hôpitaux et que, par exemple, cela ne s'exécute pas, est-ce que c'est la faute au président, M. Badirou? Non, mais moi je voudrais recentrer le débat sur la longévité au pouvoir. Oui. C'est de ça que nous allons parler, oui, pour que les gens ne puissent pas s'éterniser au pouvoir. C'est la conséquence directe de tout ça là. Voilà. Le fait de s'éterniser au pouvoir, parce que d'abord, c'est un autre débat. Le problème que vient de poser monsieur... Patient parfait. Patient parfait. C'est un autre débat. C'est le non-développement de nos pays, le piétinement de nos pays, ça. C'est un autre débat. Maintenant, la longévité au pouvoir, cadrons le débat. Il ne doit pas avoir de longévité au pouvoir. Pourquoi? On doit avoir la limitation des mandats. Point. L'Occident qui est dans la démocratie, avant nous, on voit comment ça se passe. Lorsque le président Chirac disait que la démocratie était un luxe que sauf les pays développés, on l'a chahuté. Mais il avait raison, puisque nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Donc vous pensez que Macron a raison quand il pense que l'Afrique a un problème de civilisation? Non, c'est encore autre chose. D'accord. C'est encore autre chose. Un luxe. La démocratie est vraiment un luxe, parce que l'alternance au pouvoir, ça veut dire que celui qui est là a l'humilité, la modestie, et savoir que, voilà, j'ai fait mon travail, je m'en vais. Et quelqu'un d'autre arrive. Mais ils n'ont jamais refusé. C'est vous, électeur, qui lui donnez toujours le renouvellement du mandat. Non, vous voulez encore entrer dans un autre débat de fraude électorale, de ceci, de la dictature. C'est ce qui a été toujours dit, mais les institutions juridiques n'ont jamais donné raison aux contestataires la plupart du temps. Vous savez, le Bénin, où nous sommes, a donné l'exemple au monde entier avec la conférence nationale de 90. Nous avons changé de cap. Nous avons dit aujourd'hui, maintenant, il y a la démocratie. Et jusque-là, nous avons fait de l'alternance. Les autres pays n'ont qu'à suivre. Je ne sais pas que c'est parfait au Bénin, mais nous, au moins, déjà, on est dans l'alternance par rapport aux autres. Ce n'est pas encore rose, parce que nous voyons ce qui se passe. Bref, mais il faudrait que ce problème d'alternance s'installe durablement en Afrique. Voilà. Alors, M. Ndombe, est-ce que vous avez l'impression que ces dirigeants aujourd'hui qui s'éternisent sont nostalgiques des régimes originaires de chefferie ou royaumes traditionnels, si vous le voulez, ou bien sont impliqués ou liés par des sectes qu'ils ont eux-mêmes entretenues puisqu'ils les ont installés? Non, d'abord, le doyen Badirou, tout à l'heure, disait que c'est notre débat. Non, c'est la prolongation, la conséquence, justement, les conséquences de cette longévité au pouvoir qui crée la misère. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a l'impression qu'il n'a plus de compte à rendre au peuple souverain, entre guillemets, qu'il aurait élu, il finit par adopter des comportements qui n'ont pas tendance, justement, à prendre en compte les désirata de ce peuple. Et c'est ce que nous constatons en Afrique. Alors, maintenant, justement, l'autre pendant de cette affaire, c'est parce que les gens durent le plus longtemps possible au pouvoir parce qu'ils ont ce qu'on appelle un déficit de légitimité populaire. Mais bien sûr, et tout à l'heure, il a dit c'est notre débat. Ça faisait le prolongement de ce débat aussi. Il faut qu'on regarde comment sont organisées les élections chez nous. Il faut qu'on regarde avec quelle hargne, entre guillemets, nos dirigeants essaient de tout faire pour respecter les règles de jeu, les lois qu'eux-mêmes se sont données. Leur sport favori, c'est de piétiner les lois, c'est de piétiner la Constitution. Comment on peut donc être dans un cadre pareil et pouvoir parler de développement et de pouvoir parler de l'assentiment du peuple
en donnant un chèque en blanc à quelqu'un pour rester longtemps au pouvoir. Nous sommes en réalité face à des gens qui se constituent de jour en jour comme des autocrates, des satrapes, et qui complètement ne tiennent pas en compte des désirateurs du peuple. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut rapidement qu'on rentre dans des types de batailles qui vont faire à ce que nous soyons enfin face à face avec nos dirigeants, que nous soyons capables de leur imposer ce que nous voulons. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, la plupart de ces dirigeants, je crois que l'aîné Badirou tout à l'heure en off me le disait, quand on regarde comment ces gens sont arrivés au pouvoir, quand on regarde les liens qu'il est dit avec, pour nous qui sommes dans la zone francophone, avec la mère patrie, on se rend parfaitement compte que c'est plus ou moins des petits sous-préfets qui ont pour fonction première de protéger les intérêts de l'Occident chez nous, donc ils ne travaillent pas pour le bien-être de leur peuple. Alors, quand ça se passe comme ça, vous pensez véritablement qu'on peut respecter les règles du jeu? Oh, vous savez... Parce que les principes sont dictés depuis l'extérieur. Non, il ne faudrait pas toujours s'accrocher à cela. Quand bien même un président est téléguidé par l'extérieur et que le peuple se soulève contre ce président, le peuple fera ce qu'il voudra. Monsieur, je vous soumets ces deux cas, par exemple. Au Burundi, lorsque Nkurunziza révisait donc sa constitution pour aller à un troisième mandat, on a vu la tollée que cela a suscité. Mais dans le même temps, quand ça s'est passé au Rwanda, la capitale de l'Europe, la Belgique, a dit nous suivons l'affaire de près aujourd'hui. Kagame est élu pratiquement à 100%. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a du deux poids, deux mesures et que par conséquent on traite le principe de la démocratie quand l'intérêt est en jeu? Mais écoutez, tout le monde est près de ses intérêts. À celui qu'on piétine de faire attention. Vous savez, les pays occidentaux, l'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le plus riche continent de l'humanité, dispose des matières dont ont besoin les pays occidentaux dites évolués et qui n'ont pas. Donc, il faut qu'ils viennent les chercher d'une manière ou d'une autre et le moins cher possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de maintenir certaines pantins au pouvoir pour pouvoir mieux nous exploiter. Et à nous, au peuple, de dire non. Nous voyons ce qui se passe. Et je vais vous dire une chose. D'abord, s'éterniser au pouvoir crée beaucoup de problèmes. Premièrement, nos pays sont constitués de conglomérats de population. Quand quelqu'un vient au pouvoir et qu'il est d'un groupe ethnique donné, c'est son groupe ethnique qui dirige et il se sent roi parti de là. Il s'éternise et son groupe ethnique ne veut pas qu'il parte. Voyez? Et nous sommes dans un tourbillon infernal. Ensuite, il y a les cadres africains qui veulent sortir immédiatement de la pauvreté et qui sont prêts à toute compromission. Parce que sinon, lorsqu'un gouvernement déconne, et les cadres qui sont là peuvent prendre leur responsabilité et démissionner. Est-ce que vous les voyez partir? Ce n'est pas leur habitude. Parce que c'est des gens qui ne sont pas là pour le développement de leur pays, mais pour leur propre développement. Et si vous voyez les cadres aujourd'hui, il y a le président Harry Truman, le président américain, l'ex-président américain Harry Truman, qui dit « Tout homme politique riche est un escroc ». Est-ce que vous voyez en Afrique, c'est les hommes politiques qui sont riches. Ils empochent tout et personne ne dit rien. Prenons le cas du Bénin. Parce que nous sommes ici. Regardez tous les cadres. Moi, j'ai beaucoup de copains, ils s'en sont sortis, ils sont partis de rien. Aujourd'hui, ils jouent les bourgeois, mais pas devant moi, parce que je les arrête tout de suite. Ils pas devant moi. Ben, mais est-ce que quelqu'un s'inquiète pour ça? Mais si vous êtes nommé à un poste de responsabilité politique où les avantages y afférents vous donnent quand même la liberté de vivre comme un bourgeois, est-ce que vous allez vous en excuser? Je vais vous dire, j'ai eu des opportunités de richesse. Dans ma vie, j'ai eu une excellente carrière, même si ça ne dure pas souvent. Une excellente carrière. Parce que si tu veux bien faire en Afrique, tu échoues dardard. Vous savez, en 1984, j'étais au CIDC France, Consortium interafricain de distribution cinématographique. J'étais à près de 40 000 francs français, ça veut dire 2 millions CFA par mois. Mais j'avais toutes les possibilités de m'empocher, de me remplir les poches, et pas fait. C'est des opportunités de richesse que beaucoup exploitent. Même au Bénin ici, j'ai été dans des sociétés où je pouvais me remplir les poches, ce que je n'ai pas fait. Mais aujourd'hui, je suis fier parce que je dors tranquille et mes enfants peuvent être fiers de moi
pour cela. Mais ceux qui... Vous êtes aujourd'hui admis à la retraite, mais la vie aujourd'hui n'offre plus les mêmes avantages, les mêmes conditions aux jeunes qui sont aux affaires. Je vais vous dire une chose. Non, non. Le scandale ne tue pas son homme en Afrique. Au contraire, le scandale grandit l'homme. En Europe, un scandale t'élimine à jamais. Un scandale politique, un scandale financier, etc. Comment alors travailler pour arriver à ce niveau-là, pour que véritablement le scandale commence par nettoyer l'écurie politique? Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Moi, je suis à Cotonou, au Bénin. Je suis venu assister au congrès constitutif d'un réseau de communicateurs panafricains, le réseau Panacom, qui s'est tenu ici dans votre capitale et qui a eu son premier bureau. Et j'ai eu la chance de rencontrer des communicateurs et des jeunes qui viennent de beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part de cette jeunesse qui se dit, si nous ne faisons rien, si nous ne parlons pas pour l'Afrique, si nous ne disons pas la parole vraie de l'Afrique, et à nous-mêmes, et à nos dirigeants, et à l'extérieur, l'Afrique va demeurer dans cette situation de marasme généralisé que nous constatons. Donc, la première partie, c'est d'éduquer, de communiquer, de former la jeunesse pour qu'elle comprenne que, tout à l'heure, j'ai été très content quand j'écoutais l'aîné le dire, la réussite sociale, ce n'est pas de s'enrichir $1 milliard. Ce n'est pas ça. La réussite sociale, c'est de se rendre utile pendant notre bref séjour sur la Terre par rapport à ses compatriotes ou bien à ses concitoyens. C'est ça la réussite sociale. Il faut qu'on redéfinisse ce que c'est l'humanité qui est en nous. L'humanité qui est en nous ne peut pas se limiter, comme on le voit de plus en plus autour des chefs d'État et autour de leur voisinage. Je suis très d'accord quand il fait le rapport entre la longévité et le pouvoir et le fait que certains clans ethniques s'accaparent justement du pouvoir d'État et s'enrichissent de manière honteuse. Justement, j'ai vu par exemple, vous êtes consultant sur Afrique Média. Oui. C'est un canal de communication. Vous pensez qu'il faut atteindre la grande masse à travers donc des séances, des messages de communication, de sensibilisation. Mais les dirigeants ne vous facilitent pas la tâche, par exemple, sur Afrique Média. Et ces chaînes panafricaines qui tentent donc, à partir de cette instance, est-ce que vous pensez que le combat sera gagné? Mais bien sûr que le combat sera gagné. Je vous prends un exemple. Nous avons lancé au niveau de notre chaîne Afrique Média, ça fait près de 6 ans, le débat sur la question de franc CFA. Ok. Beaucoup de dirigeants nous traitaient, comme on dit vulgairement, par-dessus la jambe, disant ce sont des aboyeurs, c'est des petits illuminés qui ne comprennent pas où on va. Mais les faits étant têtus, aujourd'hui, la réalité de cette conquête, n'est-ce pas, de ce point de notre souveraineté, est visible pour tout le monde. Même les gens qui ne voulaient pas nous écouter, même ceux qui nous ont combattus, ont été obligés de reprendre ces problématiques. Donc, les Africains de plus en plus sont éduqués. Les Africains de plus en plus sont conscients du fait que notre développement, notre avenir ne pourra être construit dans la prospérité que par nous-mêmes. Et pour cela, une volonté de plus en plus affirmée, surtout de la part de sa jeunesse, de se prendre la main elle-même est visible aujourd'hui. Donc moi je pense que plus les gens vont se former, plus les gens seront éduqués, plus les gens vont arrêter d'être dans les gargots, dans les débuts de boissons, ou bien de ne pas de football entre les salaires de Eto'o et de Ronaldinho, mais de s'attaquer, n'est-ce pas, aux questions essentielles de la vie au quotidien de leurs individus, de leurs compatriotes. Autant pour moi, nous allons justement avoir une masse critique qui va commencer à contester l'ordre établi, qui est aujourd'hui notre établi, en réalité, qui est fait de brimade, qui est fait de répression, qui est fait de déni d'opinion dans l'ensemble de nos États africains. Justement, parlant de déterminer donc l'image, la répression et autres, lorsque aujourd'hui vous engagez véritablement un débat politique en Afrique, c'est comme si vous attaquez aux bonnes mœurs ou à la limite à la sûreté de l'État, M. Badirou. Vous ne trouvez pas? Le débat politique, d'abord je vais vous répondre. La prise de conscience de l'Afrique est déjà lointaine. Nous avons déjà pris conscience. Mais qu'est-ce qui nous dérange? Les cadres intègres sont mis de côté. Vous voyez les débats politiques aujourd'hui, c'est escamoté. Il y a ceux qui veulent faire un vrai débat d'analyse, et il y a ceux qui sont là pour chercher un strapotin pour évoluer. Et vous voyez les fous du roi qui dérangent. Ils avancent même des arguments fallacieux, creux, impossibles à tenir pour défendre leur chef. Et c'est ce que nous assistons. Vous voyez, lorsqu'un chef est là, tout le monde espère quelque chose.
Et c'est ça les cadres africains. Nous avons vu dans ce pays au Bénin beaucoup de gens qui ils sont ni politiques ni rien, mais ils font de la gueule rien que pour qu'on les intéresse quelque peu au pouvoir. Alors, comment voulez-vous qu'on avance? Et lorsque vous avez déjà la pression extérieure, d'abord les pays les plus riches en Afrique sont les plus pauvres. Prenez le Zaïre. Les pays les plus riches sont en ressources naturelles sont les plus pauvres. Parce qu'ils ne vont pas les laisser tranquilles. On va les déranger. Je vais vous dire une chose. J'étais directeur chez IDC France. Au moment où je luttais pour les intérêts de l'Afrique, et que mes antagonistes savaient qu'ils ne pouvaient pas m'avoir, ils sont venus en Afrique s'associer avec mes frères africains pour m'éliminer. Voilà comment ça s'est passé. Même le ministre de mon pays qui était venu à Ouaga ne m'a pas défendu. Vous pensez que cette pratique-là a toujours de beaux jours devant elle? Oh, et bon, cette pratique a de beaux jours parce que le ministre qui est venu n'est pas de mon groupe ethnique. Donc, celui-là, il fallait l'éliminer. Il ne voit pas le pays, il voit qui je suis. Et il ne voit pas que je défends l'intérêt du pays et de l'Afrique. Mais il aurait voulu me remplacer par quelqu'un de son groupe ethnique. C'est ici que ça s'est passé au Bénin. Et je peux vous en donner les preuves. Je ne vais pas donner de nom, mais je peux le donner. De toutes les façons, l'Afrique, lorsque tous les cadres sauront qu'il y a quelqu'un qui a écrit « pauvreté, richesse du peuple », mais ce n'est pas vrai, puisqu'on ne l'applique pas. Normalement, c'est ce que ça devait nous être. On devait être pauvres et fiers. Si nous étions fiers... On l'a dit, la Guinée, on sait aujourd'hui là où elle est. Vous savez, plus... ce qui me désole, c'est d'abord chez moi, au Bénin. Merci, M. Badirou. Alors, M. Ndom, est-ce que vous pensez véritablement que les cadres et nos ministres sont des faits-valoir institutionnels? Des gens qui n'ont vraiment pas la plus de franche pour travailler? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la question du système. Nous sommes dans un système qui fait des gens des larbins du système. C'est la question du système. C'est le système qu'il faut démolir. La jeunesse aujourd'hui doit s'atteler à démanteler ce système qui fait des Africains, c'est ça la réalité, des sous-hommes en réalité. L'aîné parle par exemple du bon sens qui devait prévaloir quand il s'agit de la défense des intérêts des Africains. Mais pourquoi ces Africains se liguent justement avec l'extérieur pour ne pas défendre les intérêts de notre continent? C'est ce que l'un de mes confrères dont tu m'as cité tout à l'heure, copanéliste, Jean de Dieu a ici appelé les relations incestueuses entre les forces endogènes et les forces exogènes. Parce que justement, l'ensemble ou bien la grande majorité de ceux qui travaillent, n'est-ce pas, dans nos administrations, dans ce système-là, ont été formatés par l'extérieur. Ils ont des points de repère à l'extérieur. Ils ont une culture qui est celle de l'extérieur. Cette culture, en ce qui nous concerne, est une culture de domination. N'oubliez pas que nous sommes quand même dans un continent qui a eu 4 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation, avec son cortège de travaux forcés, etc., etc. Et depuis un siècle, nous nous débattons là, dans ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui a arrêté une manière galvaudée de cette réalité-là. Donc, à partir de ce moment-là, la plupart des cadres ont été formatés pour obéir et pour rendre service à l'extérieur. Nos économies sont presque toutes des économies extraverties. Comment cela peut s'expliquer aujourd'hui? Tout simplement parce qu'à la tête de nos États, je continue de dire, le doyen Assemblée Beauté en touche là-dessus, non. On s'arrange à mettre à la tête de nos États des gens qui n'ont pas l'ambition pour le peuple. On s'arrange à mettre à la tête de nos États des gens qui ne sont pas de véritables patriotes. Quand vous dites on s'arrange, on c'est qui? Mais c'est l'extérieur, justement. Mais c'est vous qui votez, c'est nous qui votons. Il n'y a pas d'élection. Là aussi, le doyen essaie de vous le dire. Quand vous parlez d'élection en Afrique, moi je rigole. Je prends le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun. Le Cameroun a plus de 30 millions d'habitants. Et dans les listes électorales qui viennent d'être retoquées là, sortées par cette structure qu'on appelle l'ECAM, où tous les membres sont pratiquement nommés par le président de la République, on n'a que 6 millions d'inscrits. Mais si les électeurs ne sont pas sortis, ce n'est pas un photo dirigeant. Attention, il y a des élections en 92 où les gens sont sortis en masse, où à la réalité tout le monde le reconnaît aujourd'hui, le président de la République a été battu. Mais parce qu'il y a un système qui est mis en place, qui a l'armée, qui a la justice, n'est-ce pas, qui est aux ordres. À partir de ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale, laissez-moi terminer s'il vous plaît, de l'Assemblée nationale, qui agissait en lieu et place du Conseil constitutionnel. Nous sommes en 2017, on n'a toujours pas de Conseil constitutionnel au Cameroun, nous a dit, je ne lis que ce qu'on m'a donné de dire.
Mais il ne ferait pas autre chose, parce qu'il ne va pas je suis désolé. Je suis désolé, cher ami. Nous sommes dans les systèmes. Je vous dis ici, chez vous, je félicite vraiment le Bénin pour cette question d'alternance-là. Chez nous, en Afrique centrale, c'est le cœur des ténèbres. Nous sommes tellement riches qu'on fait tout pour ne pas avoir à la tête de nos États des gens qui pensent peuple, qui pensent pour le peuple. Moi, je suis d'un parti qu'on appelle une population du Cameroun. Premier parti du Cameroun qui a été créé en 1948. Tous nos dirigeants historiques ont été éliminés, assassinés. Prenez le cas du Congo. Il a parlé tout à l'heure du Congo avec le président Lumumba. Vous croyez que c'était un hasard? Ce sont les gens qui étaient contre l'indépendance au Cameroun à qui on a donné le pouvoir. Les gens qui, jusqu'en 1959, dans le discours, disaient on n'est pas encore prêt pour avoir le pouvoir d'État. Naturellement. Comme le Saïdjo. C'est à lui qu'on a remis le pouvoir. Naturellement. Et je vois donc le donner plus tard à M. Billard, qui était son successeur constitutionnel. Non, il n'y a pas d'élection. C'était une succession constitutionnelle. Vous ne connaissez pas très bien l'histoire de mon pays. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Les gens vont aux élections, ils votent, ils élisent les responsables. Maintenant, si je félicite le Bénin. Si vous estimez à je félicite le Bénin sur cet angle-là, même si beaucoup de gens à l'extérieur aimeraient quand même voir les dividendes de cette alternance, ils ont peut-être raison. Mais je vous dis, dans certaines régions de l'Afrique, surtout en Afrique centrale, c'est le cœur de ténèbres. Monsieur Badirou, je voudrais ajouter un mot à ce qu'il a dit. Il est vrai, il y a l'influence extérieure. Mais la véritable plaie se trouve à l'intérieur. C'est nous les cadres. C'est nous les cadres. Encore une fois. Oui, tout repose sur nos épaules. Nous sommes facilement malléables. Nous sommes facilement corruptibles. Pour des miettes, on change, on ne voit plus l'intérêt du pays. Je vous assure, j'ai occupé des postes. Si je devrais agir comme beaucoup, je serais milliardaire aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'opportunités de richesse où on peut encaisser. Ma rentrée... Mais selon vous aujourd'hui, pourquoi ça a changé? Pourquoi la jeunesse ne veut plus emprunter cette voie de vertu? Oh, c'est pas que la jeunesse, depuis toujours que c'est comme ça. Il y a très peu de gens qui veulent emprunter cette voie. Et ça continue. Ça va de mal en pire. Parce que ça va de mal en pire. Pourquoi? Parce que il y a eu l'impunité. Donc, les gens voyant que ceux qui sont dans cette voie vivent bien, ils empruntent cette voie. Ils ne veulent pas voir ceux qui sont dans la misère. Hein? Vous voyez, tous les cadres que nous voyons aujourd'hui autour de nous, moi, je vois des gens qui ne sont même pas héritiers de quoi que ce soit, qui sont milliardaires aujourd'hui. Ils ne sont même pas des hommes d'affaires. Ils sont des hommes politiques. De toutes les façons, ce n'est pas qu'au Bénin, c'est en Afrique en général. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Ma première entrée en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai mon voisin, notre grand voisin, qui est mon pays de racine, le Nigeria. Vous voyez, c'est l'Afrique. Tant que les Africains ne vont pas privilégier le développement et que il y aura toujours l'impunité, on ne va pas avancer. Il faudra qu'on puisse savoir confisquer biens et tout bien de tout homme politique corrompu. Si on commence par là, ça va reculer. Si l'impunité s'efface, vous allez voir que nous allons grandir. Vous voyez, tout ce que les gens détournent, s'ils ne détournaient pas, on aurait un salaire conséquent. L'économie allait bien tourner, tout le monde aura le bien-être. Et le pays allait avancer. Mais on ne veut pas le faire. Monsieur Dom, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il est possible de faire dans cet environnement où les chefs d'État, tels que vous le dites, sont installés par un système et la jeunesse africaine peine à prendre ses responsabilités? Bon, avec votre l'ouverture des espaces publics et politiques, c'est possible? Oui, bien sûr, mais avec votre permission, j'aimerais quand même livrer ce qui semble être un quiproquo entre le doyen et moi. Pour nous, c'est clair du point de vue de l'analyse. Il y a deux types de contradictions qui essaient de nous tirer vers le bas. La première contradiction, c'est celle que peut-être sur laquelle je me suis le plus appesanti. Nous l'appelons la contradiction principale, c'est-à-dire le rapport. L'influence extérieure. Avec l'influence extérieure, merci. Mais il y a une seconde contradiction que nous appelons la contradiction secondaire. Et là, je rejoins absolument ce qu'il dit. Nous avons des cadres, nous avons des dirigeants ici qui nous dirigent, qui vivent dans nos États comme en terrain conquis. Comme des envahisseurs qui sont arrivés quelque part et ils ont tout, je ne sais pas, fait des razzias et maintenant il faut qu'ils partent là où
Le Eldorado. Voilà. Non, chez eux, quoi. Parce que chez nous, on a l'impression qu'ils sont de passage. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez de l'ambition pour votre peuple, quand vous êtes de véritables patriotes, comme Toulego, je suis sûr que j'ai en face de moi un patriote l'aîné, vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'êtes pas libre. Quand vous avez en tête de passer quel est nôtre, j'étais hier à Uda pour visiter la porte de non-retour. Quand vous avez tout ça dans la tête, vous n'êtes pas un homme libre. Et surtout quand vous êtes décidé d'être aux manettes pour prédestiner au destin de votre peuple, vous ne faites plus n'importe quoi. Vous vous occupez d'abord des questions essentielles de votre peuple. L'accès à l'eau potable, l'école, la santé, les infrastructures, le tendon d'Achille de l'Afrique, etc. Donc vous donnez corps et âme, vous vous sacrifiez pour donner du bonheur à votre peuple. Mais non dirigeants jusqu'à l'heure actuelle. Je ne veux pas rentrer dans les sectes, parce que moi j'ai dit, je suis contre certaines sectes, mais les maçons, c'est eux qui sont quand même à l'origine de ce qu'on appelle les Lumières en Occident. Pourquoi nos maçons ne peuvent pas être aussi à l'origine des Lumières en Afrique? Pourquoi ils sont aussi asservis les maçons africains à l'ordre extérieur? Prêtent la plupart le serment de servir. Mais c'est ça le problème. C'est ce que l'aîné expliqué tout à l'heure, que nos cadres ont un problème. Il faut reformater le discours dur de nos cadres qui est leur cerveau, en leur faisant comprendre que l'Afrique est un continent, bien que nous ayons beaucoup de retard, mais qui a beaucoup d'avenir. Il faut qu'ils puissent inscrire leur nom en lettres d'or parmi ceux des Africains qui auront aidé justement notre continent à sortir de cette situation de pauvreté, de misère, n'est-ce pas, dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Et ils ont la capacité de le faire. C'est pour ça que de temps en temps, quand je suis en face d'un aîné comme ça, je le respecte beaucoup, mais mon discours lui s'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Les exemples que vous voyez là, de soi-disant de réussite sociale, parce qu'on est milliardaire, parce qu'on roule dans les grosses carrosses, parce qu'on a un nombre infini d'immeubles à travers la ville et de maîtresses, ce n'est pas ça la réussite sociale. La réussite sociale, c'est quand vous allez œuvrer pour le bien-être, autant pour moi, de votre voisin immédiat. Monsieur, donc, les exemples sont là. Vous avez dit comment c'est passé. Patrice Lumumba, on sait comment Kwame est mort, Thomas Sankara est mort. Robert Mugabe, attention. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la plupart des responsables aujourd'hui au pouvoir ont peur d'être assassinés s'ils engagent vraiment le bras de fer avec l'Occident pour s'engager aux côtés de leur population et œuvrer pour le développement? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur, ils ont fait un choix. La vie, c'est un choix. Voilà quelqu'un qui a fait un choix, qui est en face de vous. Il a fini pas comme les autres aussi. Mais il est fier de lui. Qu'est-ce que vous appelez? C'est là la problématique aujourd'hui. Pour nous, les Africains, c'est ça la problématique aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous savez, les débats qui ont lieu. Ils ne sont pas élus pour servir, à la limite, c'est ce que mais vous dites. C'est ça le débat. Donc, il faut donc que la jeunesse d'aujourd'hui accepte, n'est-ce pas, de faire ce chemin de Damas et arrive à faire dire à la tête de nos États les gens qui seront au service du peuple. Et c'est pour cela que la question d'alternance est importante. Et c'est pour ça que, par exemple, un pays comme le vôtre, si les gens se rendent compte que le nouveau président qui est là ne remplit pas le cahier des charges de commun accord qu'ils ont ensemble signé, à la prochaine élection, ils auront la possibilité de dégager, n'est-ce pas? Surtout que les mandats sont limités. Mais quand vous êtes dans un situation où il n'y a pas de mandat limité, il n'y a pas de possibilité d'alternance, vous vous rendez compte des dégâts? J'aimerais ajouter un mot. Vous savez, lorsque vous voyez, je vais vous dire, quand quelqu'un s'éternise au pouvoir, tout le monde finit par lui faire la cour. Et il se sent le Manitou. Mais vous voyez, pourquoi n'est-il à transhumance politique chez nous? Parce que lorsque quelqu'un, on sait qu'il est en fin de mandat, doit partir, généralement les gens tournent leur veste. Tout de suite. C'est les cadres. Ils ne sont pas capables de dire à un président en fonction de la vérité. Même s'ils délirent, ils sont là à applaudir. Et ça, c'est pas pour booster notre développement. Au contraire, c'est pour nous retarder. La plaie, en dehors de l'influence extérieure, qui est aussi importante, il y a la mentalité de nos cadres. Parce que les cadres, ce sont les premiers qui doivent donner l'orientation réelle au développement de nos pays. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour s'enrichir. Regardez le pays, regardez le Bénin où nous sommes. Prenez les cadres, voyez la fortune qu'ils ont par rapport à leur salaire, étant donné qu'ils sont devenus des hommes politiques. Si vous voyez deux ingénieurs agronomes, un à mobilette et l'autre en 4x4, il y a quelque chose. Parce que même s'il a été dirigeant, l'écart ne doit pas être si grand.
Mais on s'en offusque pas, au contraire. Nous sommes... Il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment... Il faut bannir l'impunité. Sinon... Mais il y a les lois sur... Il y a toutes les lois. Pourquoi les institutions ne fonctionnent pas? Aucune institution ne fonctionne correctement. Aucune. Correctement. Lorsque, par exemple, il y a des dérapages, la Cour constitutionnelle peut s'auto-saisir. La Cour suprême peut s'auto-saisir. Il y a beaucoup d'institutions qui peuvent s'auto-saisir. L'Assemblée nationale peut réagir, mais rien n'y fit. Supposons qu'il y a des bêtises dans un pays. Ces institutions sont là pour réguler les choses. Mais personne ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez le Burkina, regardez le Burkina. Pendant longtemps, Compaoré était là comme inamovible. Personne ne fait rien. Quand le peuple réagit, on les mate. On le mate. Mais le jour où le peuple s'est soulevé, aucune institution n'a pu l'arrêter. Et ça, il ne faut pas que ce soit qu'on nous pousse à la violence. Parce que, et prochainement, quand le peuple va se révolter, ce n'est pas contre le président seul. C'est contre toutes les institutions qui n'ont pas réagi. Monsieur Ndom, le réseau Paracom est installé. Est-ce que l'image aujourd'hui que la plupart, surtout des chaînes internationales, projettent de l'Afrique, est-ce que vous pensez que ça a aussi une incidence sur ce qui se passe sur le continent? Parce qu'on se rappelle très bien qu'au moment où Robert Mugabe chassait les fermiers anglais au Zimbabwe, ça avait quand même fait un grand bruit sur le continent. Il avait mal fait de procéder ainsi? Non, je pense que la question de la réforme agraire, il n'y a pas que le Zimbabwe, il y a aussi l'Afrique du Sud, qui a d'ailleurs cette question extrêmement importante. C'est le prolongement de la question de la résolution définitive d'apartheid. Quand on parle d'apartheid, on pense beaucoup plus à l'Afrique du Sud, mais aussi dans le Zimbabwe, qui était l'ancienne Rhodésie, il y avait justement ce problème. Je vous rappelle que le nom Rhodésie, comment dire ça, c'est la déclinaison, si je peux le dire ainsi, du nom d'un individu, Cecil Rhodes, qui a donné son nom à tout un État, à toute une contrée. Du sud au du nord. Voilà, en plus. Hein? Vous voyez, donc la question de la réforme agraire est une question extrêmement importante. Il est même plus, il se pose avec beaucoup plus d'acuité en Afrique du Sud qu'au Zimbabwe. Sauf que maintenant, il faudrait le courage politique à nos amis de l'ANC de s'attaquer réellement à ce problème, comme Mugabe a aimé le dire à Mandela, qui était venu essayer de le ramener en lui disant, mais attention, essaie d'abord de résoudre ce problème chez toi avant de venir me donner des conseils. Je pense que quand on regarde, par exemple, l'influence des médias étrangers sur le formatage des esprits des jeunes Africains, c'est quelque chose d'incroyable. Vous regardez Trust TV, cette chaîne qui diffuse une musique pornographique à la longueur de journée, vous n'êtes pas arrivé un jour d'être assis avec votre enfant ou bien, je ne sais pas, avec votre épouse et ressentir un quelconque malaise? Est-ce que c'est ça les images que les Africains doivent voir? On a eu une crise en Côte d'Ivoire avec le cas du président Laurent Gbagbo. Vous avez vu comment des télévisions occidentales ont noyé ce monsieur? Maintenant, il se trouve à La Haye, où il est en procès. Tous les témoins à charge qui arrivent à La Haye deviennent subitement des témoins à décharge. Et on ne fait que prolonger à l'infini ce procès, peut-être pour qu'il puisse mourir là-bas. Moi, je dis souvent que la déportation, ce n'est pas un procès qui se passe à La Haye. Et ces images-là, on n'en veut plus. Il faut que nous soyons capables nous-mêmes de donner du sens à l'information qui se passe en Afrique. Et en toute objectivité, là, je veux rejoindre le doyen. Il ne faut pas non plus que nous soyons, n'est-ce pas, des caisses de résonance, des puissants du moment. Il faut qu'on ait le courage de dire à l'Afrique et aux Africains notre réalité et d'essayer de la projeter de manière positive à l'extérieur. Quand les chaînes occidentales essayent de parler de l'Afrique, même quand ce sont des événements heureux, vous allez voir qu'ils vont faire une distorsion pour montrer des endroits qui sont sales, des endroits où les gens ne mangent pas, où les gens sont faméliques. On ne montre pas le bon côté de l'Afrique. C'est pour cela que je souhaite que nos dirigeants essaient de travailler pour projeter à l'extérieur le bon côté de l'Afrique et travailler pour résorber très rapidement les manquements que nous avons encore pour que nous aussi, nous soyons vraiment la tête haute dans le Conseil des Nations. Je voudrais dire ceci. Vous savez, nous avons hérité d'une chose qui nous mine, l'arbre à palabre. Nous parlons beaucoup et nous agissons peu. Surtout les pays francophones. Oui. Ouais. Je vais vous dire, regardez, moi j'ai fait la France. Je vous assure, mon premier bain
social, quand je suis arrivé, c'était la manif. Quand quelque chose ne va pas, on se jette dans la rue. On manifeste. Et on oblige l'État, le gouvernement, à réagir. Vous voyez, ici, non, on parle seulement, personne ne réagit. Et ça, c'est un drame. Les dirigeants, il faut qu'il y ait une opposition forte pour que le dirigeant soit cadré, pour qu'il ne dérive pas. Mais lorsque tous les jours les opposants sont harcelés, terrorisés, vous pensez qu'ils peuvent agir? Mais écoutez, parce qu'ils n'ont pas la force publique. Réaction. Action, réaction. Si on me frappe injustement, que vous ne réagissez pas, quand votre tour viendra, je ne vais pas réagir. Et on est dans le baba. Donc, il faudrait avoir assez de jugeote. Lorsque quelque chose ne va pas, à l'unisson, l'union fait la force, nous devons réagir et non seulement parler. Quand je vois, surtout, excusez-moi, je suis béninois, nous avons le verbe facile. On parle beaucoup. On a le langage, ça coule comme de l'eau. Mais agir, non. Il y a des choses simples. Toutes les structures sont là. Vous ne demandez pas pourquoi cette structure ne réagit pas. Pourquoi l'autre ne réagit pas. Pourquoi cela ne se fait pas. Et pourtant, les choses sont là, mais personne ne s'offusque et tout le monde parle. Je suis sur un forum. Quand je vois les gens raisonner, je dis, mais parfois, je ne veux pas me faire insulter. J'allais me dire, mais Kérékou avait raison de dire des intellectuels tarés. Hein, paix à son âme, Kérékou. Il a dit beaucoup de choses. Revoyez son discours. Hein? Il est le meilleur président que moi je puisse choisir pour ce pays. Il a duré au pouvoir. Oui, mais vous savez... Il a eu le temps de maîtriser les réalités sociales. Ah, vous me faites parler des gens bien de ce pays. Je vais parler de Badiou-Goumen. Personne ne s'en souvient. Badiou-Goumen est là. Quand il a été nommé, quand ils ont commencé la révolution ici, il partait de Paris. Il était attaché militaire là-bas. Et il a été le ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui a envoyé tous les Béninois en France. Mais il avait dit dans le temps, si la révolution allait échouer, je serai le premier à sortir. Si ça allait dériver, je serai le second. Et c'est ce qu'ils avaient. Qui s'est souvenu de lui aujourd'hui? Qui, parmi les cadres à qui il avait fait du bien en ce temps-là, combien de personnes s'est souvenu de Badiou-Goumen dans ce pays? On va sortir bientôt de cette émission. Monsieur Ndom, Mathieu Kérékou, il vient de le citer. Il a laissé de beaux discours. Lorsque vous le suivez, vous en sentez que c'est un prophète. Mais il a fait quand même plus de 20 ans au pouvoir. Oui, c'est-à-dire que, bon, on peut le dire. Ça veut simplement dire qu'il faut rester aux affaires et maîtriser pour pouvoir donc non, c'est pas ça. D'abord, les époques ont évolué. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avant, nous étions dans ce qu'on appelait la guerre froide, où les camps étaient bien délimités. Maintenant, nous accédons à la démocratie. Bon, même s'il faut dire que les peuples africains, même bien avant l'indépendance, par exemple, le concept de multipartisme, donc beaucoup de gens pensent que ce nouveau existait bien avant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut toujours partir de ce qui s'est passé. Par exemple, moi, je vous ai dépeint Aïdjo tout à l'heure, le premier président camerounais, comme quelqu'un de très brutal. Mais au Cameroun, on n'oublie pas qu'il avait quand même le sens de l'État, qu'on ne retrouve pas beaucoup aujourd'hui. Et j'étais un homme d'État. Quand vous regardez la plupart des grandes structures de société, même embryonnaires, qui ont été mises sur place, quand vous lisez le programme politique de son dernier congrès, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est-à-dire, ces gens-là, malgré les difficultés qu'ils avaient eues, ils avaient quand même une vision pour les peuples qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, je rends aussi hommage au président Mathieu Kérékou. Ce n'est pas parce que c'est un militant de gauche, mais dans le contexte, dans, j'allais dire, l'environnement de l'époque, il a pu faire ce qu'il a pu faire. C'est notre responsabilité, nous les jeunes d'aujourd'hui. Oui. Pour conclure. Pour conclure, nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'une Afrique nouvelle, on a un panéliste chinois, c'est-à-dire qui me dit un nouveau type d'Africain puisse naître en nous pour aller l'avoir. Mais je ne peux pas sortir sans ne pas remercier le peuple béninois. J'ai été très heureux d'être dans votre pays. C'est un pays qui ressemble à plusieurs regards au mien. Vraiment, je demande au peuple béninois d'avoir toujours cette manière d'accueillir les étrangers, mais surtout de travailler pour que demain soit encore plus meilleur qu'aujourd'hui. Merci. Badiou, en 30 secondes. Oui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la longévité au pouvoir. C'est une très, très mauvaise chose. Il ne faudrait pas l'accepter.
il faut la limitation des mandats. Et il faut que les cadres africains aient ça en mémoire et ne pas cautionner cette bêtise. Parce que ce sont eux qui cautionnent cette bêtise. Si un président veut, par exemple, changer une constitution et que tous ses ministres démissionnent, ou que la Cour constitutionnelle réagit, il ne le fera pas. Merci donc à vous, Badirou. J'ai compris donc votre préoccupation, retard politique, économique et social, situation chrysogène à la limite qui éclate au lendemain de la dépasse, et bien sûr les conséquences lorsque les chefs d'État africains s'éternisent au pouvoir. Et pour le dénoncer, j'avais avec moi Raoufi Badirou, administrateur civil à la retraite, ex-fonctionnaire de PNUD et puis patient parfait Ndom, acteur politique panafricaniste, consultant sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Le débat reste quand même ouvert sur Sika TV. À très bientôt.